Dans le cadre d'une tournée des villages mosellans, la sénatrice Catherine Belriti, qui a pris la succession de François Grosdidier, élu à la mairie de Metz, s'est rendue à Großberstorf. En mairie, elle a rencontré les élus pour leur expliquer sa mission et les idées qu'elle défendait. De leur côté, le maire et nos représentants ont expliqué les difficultés qu'ils rencontrent face à l'État pour faire fonctionner la commune. Je vais quand même vous présenter une partie de mon équipe. Donc, M. Hubert Firsch, premier adjoint qui est chargé des travaux et de la sécurité. D'un côté, Mme Laurence Munier, donc deuxième adjoint chargé du sport et de la culture. Le troisième adjoint, M. Michel Thiel, chargé de la maintenance et chargé de la forêt. Ensuite, Mme Bernadette Lamère, adjointe qui s'occupe des manifestations et de la location des foyers, de la salle. Et M. Michel Metzger, conseiller délégué qui s'occupe de l'espace vert du cimetière. Belle équipe. Voilà. Très bien. Je prends des rendez-vous toute la journée. Merci de vous être libéré pour être là à cette heure de la matinée. Je suis obligée d'aller à la rencontre des communes sur toute la journée, étant donné que j'ai 725 communes à visiter. Et je compte les faire toutes en 3 ans. Les autres ont eu 6 ans, et bien moi j'arrive à mi-mandat, et donc j'ai 3 ans pour... donc ça va être un petit peu sur les chapeaux de roue, mais on va essayer de faire en sorte d'y arriver. Donc je veux être très attentive à l'ensemble des communes mosellanes, et je veux m'investir sur l'ensemble de ces communes. Donc moi je suis professeur d'histoire-géographie dans la vie et professeur de karaté le soir. J'ai eu une période de ma vie dans laquelle j'ai fait de la compétition à haut niveau. J'ai été 2 fois championne du monde de karaté. Donc je connais très bien le monde associatif, le monde des fédérations, le monde du sport. Je suis professeur d'histoire-géographie, donc je connais également tout ce qui est monde de l'enseignement, sur lequel j'essaye d'apporter au niveau du Sénat un certain nombre de choses. J'ai été conseillère municipale à Sarrebourg, donc je connais les problématiques des petites villes de Moselle. Et je suis adjointe à Bulle. Là, je reste conseillère municipale parce que je n'ai pas pu garder mon poste d'adjointe. Petite commune de 1300 habitants, donc je connais également la problématique des communes. Voilà. Donc depuis cet été, j'ai été nommée le 14 juillet, pour une prof d'histoire, c'est pas mal, non? 14 juillet. Voilà. Et je suis donc montée à Paris, je me suis tout de suite intégrée au groupe de travail qui était en place. Je remplace François Grosdidier, et donc lui était dans la commission des lois, et je l'ai remplacé dès que je suis arrivée à ce moment-là. Et je me suis vite intégrée dans un groupe de travail concernant les collectivités territoriales. Alors au Sénat, il y a 7 grandes commissions, et dans les plus importantes, il y a la commission des lois et la commission des finances. Donc voilà, ça c'est les 2 commissions qui sont constamment en réunion. Là en ce moment on est en train de voter le budget, donc c'est le gros moment de l'année où on y est du matin au soir, mais comme on est en confinement actuellement, on ne vient qu'une semaine sur 2. Donc voilà, on a divisé un petit peu le nombre de présents par 2, parce que sinon on est les uns sur les autres et on ne peut pas actuellement. Voilà, donc j'ai intégré ce groupe de travail concernant les collectivités, et en septembre, la moitié du Sénat a été renouvelée, et donc à ce moment-là, les commissions ont été redistribuées. Donc j'ai insisté pour rester dans cette commission qui est réservée aux anciens, qui est réservée vraiment à des spécialistes, et j'ai réussi à y rester. Donc je continue à travailler dans cette commission. Et nous avons... alors ça, la commission des lois, c'est vraiment la commission qui travaille toute l'année, parce qu'on est constamment en train de travailler sur des textes, on est constamment en train de faire des propositions de loi, on est constamment à travailler sur les projets qui nous arrivent pour les amender, pour essayer d'apporter quelque chose. On dit souvent que le Sénat est une force on va dire de contestation, mais pas du tout. Moi je dirais plutôt, on n'est pas une force d'opposition, on est une force de construction. Donc on est vraiment dans la construction, c'est-à-dire que les choses qui vont dans le bon sens, nous les votons. Alors que quand on peut apporter quelque chose et qu'on n'est pas d'accord avec certaines décisions qui sont prises, eh bien à ce moment-là, nous essayons d'améliorer les choses. On va dans ce sens-là plutôt. Voilà. Donc je travaille dans cette commission, on a fait un certain nombre de propositions.
Et là, on a une loi des 3D qui arrive dans les prochains temps. Je ne sais pas si vous en avez un petit peu entendu parler. Donc 3D, c'est-à-dire décentralisation. Vous m'entendez quand je parle? Oui. Décentralisation, c'est-à-dire qu'on va faire passer un certain nombre de compétences de l'État vers la région, le département et les communes. C'est-à-dire qu'on va, jusqu'à présent, on avait fait remonter le pouvoir de décision, mais également les finances, vers le haut. Là, on va avoir une politique qui va permettre de faire redescendre à la fois les compétences et les moyens, au plus près. Donc, décentralisation, déconcentration, on a un certain nombre d'administrations de l'État qui vont être réparties sur le territoire français, et différenciation. C'est-à-dire que, et ça je l'ai défendu, j'ai défendu le texte il y a 15 jours sur le petit perchoir, vous savez c'était la première fois que j'étais sur ce petit perchoir, c'est assez impressionnant, on a le ministre. Voilà, différenciation, c'est-à-dire que quand on mène des expériences sur un territoire, en général vous savez ça se passe comme ça, quand on a des nouvelles idées, on les expérimente sur certains territoires, sur certaines régions, et ensuite quand ça fonctionne, eh bien on le généralise sur l'ensemble du territoire français. Et là, il s'agirait en fait de garder les choses qui fonctionnent sur les territoires où cela fonctionne, mais nous avons un territoire français qui est différent en fonction des régions, et à ce moment-là, ce que nous demandons, nous, c'est qu'on ne nous impose pas à chaque fois ce qui a été décidé dans telle ou telle région parce que ça fonctionnait, mais que nous ayons chacun nos particularismes et nos façons de fonctionner. C'est-à-dire que nous savons, nous, gérer notre région avec nos problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes que celles du sud ou de l'ouest de la France. Il me semble que c'est logique, et donc c'est ce que nous avons demandé. Surtout chez nous, en Moselle et dans le Bas-Rhin et Haut-Rhin, on a des spécificités à défendre. Alors justement, comme je défendais cette différenciation et qu'on avait un certain nombre un groupe au Sénat qui n'était pas d'accord et qui défendait le fait que ça risquait de mettre en péril l'unité du territoire national. Donc justement, on m'a donné ce texte, pourquoi? Parce que je suis sénatrice de Moselle, et qu'en Moselle, nous avons déjà des particularismes depuis très longtemps. Donc c'est ce que j'ai retorqué, j'ai dit écoutez, nous, ça fait longtemps qu'on a des lois particulières, depuis l'occupation, on a gardé un certain nombre de lois qui sont différentes de celles du reste de la France, c'est pas pour autant qu'on a mis en question l'unité nationale. Donc voilà, le texte est passé. Donc vous voyez, nous, on a fait un certain nombre de propositions fortes, et bien aujourd'hui, ces propositions, il va falloir qu'elles soient entendues aussi par l'Assemblée nationale, puisque vous savez qu'avec le système de la navette, eh bien, on va faire passer ces propositions d'une chambre à l'autre, afin qu'on s'entende sur un texte commun. Donc il faut qu'on compte sur vous pour que vous défendiez nos particularités. Mais tout à fait. Alors celle-là, il ne faudra pas qu'on les remette en question. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dans cette commission des lois qu'on prend un certain nombre de décisions vraiment fortes et qu'on influence vraiment. On arrive à... Vous voyez, quand hier soir, par exemple, on avait Darmanin qui était là en audition. Nous faisons beaucoup d'auditions sur de nombreux thèmes où nous voulons faire des propositions. On auditionne des membres du gouvernement. Et bien souvent, vous voyez, même si nous avons aujourd'hui un groupe qui est en opposition par rapport au gouvernement actuel, on est dans la construction, c'est-à-dire que quand on a ces personnes-là en audition, on pose un certain nombre de questions, on fait des propositions, et bien souvent, vous voyez, elles sont reprises, ces propositions. Donc, on nous dit que le Sénat n'a pas de pouvoir, mais en fait, le Sénat... Enfin, le Sénat ne sert à rien, parce que certains nous disent allez, on va supprimer le Sénat. Est-ce que certaines personnes voudraient, parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement en fait. Il faut marcher sur deux jambes. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas de Sénat pour un petit peu reprendre ce qui est fait et vérifier et contrôler tout ce que fait le gouvernement aujourd'hui, on aurait une Assemblée nationale qui est une chambre d'enregistrement. Parce que voilà, les élections sont faites de telle façon qu'après avoir élu notre président, on a tout de suite l'élection des législatives, des députés, et bien souvent, on ne va pas aller en contradiction avec ce qu'on vient d'élire, donc on va forcément lui donner le pouvoir de travailler, en votant des députés qui vont dans ce sens-là. Après, le Sénat est justement là pour vérifier, rediscuter, et voilà, construire ensemble. Alors, comment ça se passe? Effectivement, on nous dit que l'Assemblée nationale a le dernier mot. Mais ça n'arrive que dans 10% des cas. Parce que bien souvent, quand il y a des tensions fortes entre les deux assemblées, on réunit une commission mixte paritaire avec 7 sénateurs, 7 députés, et on arrive à s'entendre sur un texte commun. C'est ce qui s'est passé pour la loi NOTRe.
Hein, parce que on dit que François Grosdidier a voté la loi NOTRe pour faire disparaître les communes. Non, la loi NOTRe, effectivement, à un moment donné, aurait fait basculer de la commune à la communauté de communes. On aurait été absorbé dans ces grands ensembles et on aurait eu de moins en moins de pouvoir, effectivement, au niveau de nos communes. Justement, le texte a été retravaillé dans cette commission mixte paritaire, il était présent, et on a réussi à préserver la commune. Vous voyez, elles existent toujours, même si certains vous ont dit que ça allait disparaître. Hein. Bon, je fais allusion à personne. Qui était avant vous, là, qui nous disait que de tout vendre, de vous endetter, de toute façon vous allez disparaître, ce n'était pas le cas, vous l'avez bien constaté. Donc, en fait, il a réussi à préserver la commune hein, dans cette commission. Il a préservé aussi le fait que le conseiller communautaire ne soit pas élu dans la commune, mais que ce soit un élu qui en fasse partie. Vous imaginez, vous auriez eu n'importe qui vous représente à la communauté de communes, à la communauté d'agglo, qui aurait pu être en opposition avec ce que fait la commune. Absolument. Donc et ça a été peut-être aussi. on n'aurait même pas eu d'élus, hein, parce qu'elle voulait à un moment donné faire par liste. Hein. Oui, peut-être tout à fait. Roseby serait pointé à la 50e place. Voilà, et vous n'auriez même pas eu de représentant. Voilà, c'est ça. Votre commune, elle était inexistante. Ouais. Vous voyez, toutes ces choses-là, elles ont été rediscutées en commission mixte paritaire et il l'a obtenu, il l'a maintenu. Donc il a sauvé nos communes, hein, et non pas l'inverse comme ça non plus. Bon, cette loi NOTRe, nous essayons actuellement de revenir sur un certain nombre de choses pour qu'on réobtienne plus de liberté au niveau de nos communes et que le maire soit capable d'avoir des initiatives et qu'on le laisse travailler sur son territoire, parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre territoire. On a souvent cette discussion de toute manière, et comme en ce moment on essaye de faire passer le PLUI, oui. Hein, et donc nous on est foncièrement contre, voilà. Puisqu'on estime qu'on est à même de traiter notre urbanisme nous-mêmes. Et ça aussi, il l'a sauvé, hein, parce qu'à l'époque, effectivement, vous passiez tous en PLU. Même si c'est pas nous qui avons inventé les secteurs, et c'est les gens avant nous déjà, et on ne peut pas les multiplier, puisque le banc communal est ce qu'il est. Et voilà, donc je ne vois pas ce que quelqu'un qui vient de l'extérieur, on peut avoir une vue extérieure sur la chose, mais qu'est-ce qui va nous apporter de plus que ce qu'on sait déjà? Vous voyez? Donc ça, c'est une maîtrise que le maire doit conserver, enfin que la commune doit conserver. Et là, dans la loi NOTRe, effectivement, ça disparaissait. Et il a aussi réussi à le faire maintenir. Hein, en mettant un certain nombre de communes, elles votaient, les communes votent, si elles sont contre, si elles, je crois que c'est 25%, je ne sais plus comment le chiffre exactement. Voilà, s'il y a une opposition de 25% de maires, ça ne passe pas. Et ça, c'est lui aussi hein, qui a réussi à sauver cette situation-là. Et je sais que beaucoup de communes sont contre. Alors jusqu'à présent, je n'ai rencontré sur les 260 communes que j'ai déjà fait depuis le mois de juillet, je crois qu'il y a 2 communes qui m'ont dit oui, mais ça pourrait être intéressant. Mais sinon, la plupart sont contre. Parce que vous devez garder la maîtrise de votre territoire. Parce que pour résumer, le sentiment qu'on a, nous, dans un conseil, c'est que les communautés d'agglo, on n'a rien contre, il y a des choses qui sont très bien, la compétence du sport, des salles de sport, tout ça, c'est pourquoi pas. Mais on a l'impression qu'ils ne vont pas au bout des choses. Vous voyez, donc ils prennent des compétences, mais après c'est plus ou moins bien géré, hein, avec des délégations de services publics ou non, mais c'est plus ou moins bien géré. On prend par exemple la compétence de l'eau, depuis que c'est passé à la communauté d'agglo, eh ben, on a des problèmes. Avant, c'était un syndicat intercommunal qui gérait ça, avec un président local, et donc lui était tous les jours ou tous les 2 jours sur le terrain, il savait ce qu'il fallait faire. Là, on est obligé de pleurer, quasiment, pour que les services interviennent. Voilà. Ça, c'est un petit détail, mais voilà. Ça schématise un peu les choses. Hein. Et nous, on va avoir la possibilité maintenant, pour les communes qui ne sont pas encore passées, de rester soit dans un syndicat, soit de passer en comité de communes au niveau de Bulle, pour moi. Et heureusement pour nous, on peut choisir on peut faire l'option au syndicat parce que les syndicats marchent bien. Les syndicats fonctionnaient très bien. Hein, c'est quelque chose sur lequel on est revenu et je ne comprends pas pourquoi. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui ne s'expliquent pas, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, sachez que nous sommes pour garder au plus près toutes les décisions, hein, au plus près du territoire. Et moi, je défends les communes. Hein. Je suis vraiment sur le noyau communal parce que c'est la cellule de base de la République. Et je pense que c'est important. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est éprouvé, je veux dire, hein, parce qu'on n'est pas obligé de copier sur les Allemands.
parce que bon, on a beaucoup de contacts forcément, puisqu'on est pile sur la frontière avec nos voisins de Klein-Biedersdorf. Donc ils ont un maire qui gère 5 communes. Mais je vous assure, si vous n'avez pas de poids dans une petite commune comme Sitterswald, Villers, enfin tout ce qui dépend de la commune centrale, et ben, pour faire refaire un chemin ou une route, c'est pas chose facile, c'est compliqué, très compliqué. Et alors je ne sais pas pourquoi on tend à vouloir faire la même chose, en gros, avec les communautés d'agglo, de vouloir tout chapeauter. Franchement, là, il y a quelque chose que je ne saisis pas bien. Non, mais moi non plus. On a éloigné, je veux dire, on éloigne on éloigne de la commune. Oui, de la réalité du terrain. Exactement. Hein, aujourd'hui, qui est-ce qui est encore considéré parmi nos concitoyens? C'est le maire, hein, parce que les hommes politiques, ça devient difficile, hein, ça devient extrêmement difficile par les temps qui courent. Et j'avoue que le maire a encore une certaine autorité, et encore un certain pouvoir, et c'est très important. Je pense qu'il faut le conserver. Mais on évacue de plus en plus de compétences vers les communautés de communes. Oui, mais c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème est là, parce qu'on est en train de vider la commune de sa substance. Non, mais justement, nous on est en train de travailler là-dessus, on fait des propositions allant dans ce sens-là, que vous puissiez garder la possibilité d'avoir des initiatives et vraiment de rester maître de votre territoire. Parce que ça ne simplifie rien, on l'a bien vu. Et on parlait à un moment donné du millefeuille avec les couches et tout ça, on en rajoute, c'est tout. Il n'y a rien qui diminue. Si on prend par exemple la ville de Sarreguemines, qu'on connaît un peu aussi, ils ont toujours le même service. Et il y a maintenant les services de la casque, c'est un doublon à mes yeux, en tout cas pour certains services, c'est carrément un doublon. Et c'est des administrations supplémentaires. Voilà, ça n'a rien arrangé du tout, rien du tout. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Voilà, tout ça nous le faisons remonter. Hein, nous tournons dans les communes justement pour faire remonter toutes les doléances. On exprime ces volontés des communes de continuer à exister et d'avoir des moyens d'exister. Et c'est très important, hein, parce que les communes vont être à l'origine maintenant du redéveloppement économique. Hein, parce que si les communes ne s'y mettent pas aujourd'hui et ne refont pas des commandes à nos entreprises, eh bien on va avoir des soucis l'année prochaine. Parce que les carnets de commandes sont remplis jusque mars-avril, mais au-delà, il n'y a plus rien. Et donc c'est la base, c'est la commune qui va être à l'origine de ce redémarrage économique. Voilà, d'ailleurs, on a eu un retour positif de la préfecture. Oui. On avait fait un dossier de subvention. Oui, tout à fait. On a eu la réponse, mardi on a eu la réponse. Voilà. On a eu l'accord pour la subvention DETR qu'on a eu, et on a eu l'accord aussi pour Amissure. Très bien. Du département. Non mais il y a vraiment une volonté là. Oui. Vous avez vu que cette année on a eu 2 enveloppes de DETR, une en janvier et une en septembre. Oui. Là on a une enveloppe de l'État qui va être conséquente pour 2021 parce qu'il faut que les communes nous fassent redémarrer cette économie. Donc là c'est le moment ou jamais de monter des dossiers et de présenter un certain nombre de projets, étant donné qu'on a vraiment la volonté au niveau national de faire travailler, de faire redémarrer. Voilà. Donc les enveloppes vont être, à mon avis, plus conséquentes et ils vont être distribuées. Enfin, c'est vraiment une volonté. Le préfet nous a sollicité pour nous dire, inciter les communes à se lancer et à déposer des dossiers, étant donné que cette année... Alors moi je lui ai bien fait entendre que moi je veux bien être le porte-parole, mais à ce moment-là il faut aussi peut-être savoir aller plus loin que 30, 35%, 40%, parce que certaines communes n'ont pas les 60% à mettre au bout. Oui, et donc il va falloir, pour certaines communes, mettre beaucoup plus. Surtout des petites communes, ils ont du mal à... Même pour nous. Bien sûr. Les petites communes, elles sont désemparées. Moi j'ai des petites communes, j'ai croisé des petites communes de certaines régions qui n'avaient même pas les 8 000 € pour faire des travaux chez eux, vous voyez. Nous, on a la chance d'avoir le fonds de compensation de l'ancienne taxe professionnelle qui nous arrive toujours par le biais de la communauté d'agglo, qui nous permet de couvrir les investissements. Il y a quand même à peu près 1 million d'euros qui nous arrivent tous les ans, donc ça c'est une bonne chose. Mais au niveau de la dotation, celle-là, elle a fondu comme la neige au soleil. Il y a 10 ans, on touchait 350 000 € à peu près. Aujourd'hui, on est à 50 000. Donc, les dotations fondent. Voilà. Non, mais ça, nous, on le fait bien entendre. Il va falloir
trouver d'autres solutions. De toute façon, je crois il va falloir réorganiser tout le système des impôts en France. Parce que là, on nous a supprimé les taxes d'habitation. C'était quand même une source de revenus importante pour les communes. Là, maintenant, jusqu'en 2023, vous avez vu que les 20% restants vont être diminués par tranche de 30% jusqu'en 2023. Et après, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans ce qui est prévu, eh bien, ce sont les taxes foncières du département qui vont redescendre sur les communes, et les départements, elles, vont bénéficier de la TVA, d'une part de TVA de l'État. Donc vous voyez qu'on redescend le système de taxes. Quoi qu'il en soit, on va aller de plus en plus vers les compensations de l'État. Ça veut dire qu'au niveau des communes, on perd un petit peu la mainmise sur les leviers qu'on avait, c'est-à-dire les taxes. Nous, on perd... Ça ne seront plus versées directement aux communes. Pardon? Les taxes vont être versées on va vous verser des compensations. Oui, d'accord. Hein, c'est-à-dire que c'est plus vous qui allez lever l'impôt. Oui, oui. Et ça, c'est dangereux. Mais ça, exactement. Parce que on va dire, ça c'est dangereux. Parce que à quel taux? Parce que ça peut être modulable tous les ans. Le taux va être décidé aussi. Ouais. Voilà. Oui, voilà. C'est justement, j'allais venir à ça. Mais le problème, c'est que c'est le système allemand. C'est comme ça que ça se passe. En Allemagne, c'est l'État qui encaisse toutes les taxes et ensuite c'est reversé aux communes. Mais le système allemand est décentralisé. C'est fait au niveau des Länder. Donc c'est encore un autre territoire. Chez nous, on est en train de faire la même chose, mais on est en train de faire quelque chose qui remonte au niveau national, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et une compensation reste une compensation. C'est-à-dire qu'à terme, quand on veut vous la diminuer ou quand on veut la faire disparaître, elle peut disparaître. On n'a plus rien. Vu la situation économique et vu l'endettement de l'État, moi c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. En tout cas, dans les prochains temps, pour le moment, on sait qu'on ne va pas perdre. Sur le plan financier, les communes ne perdront rien, au contraire. Même pour les communes rurales, les DETR ont même été augmentés parce qu'on tient beaucoup plus compte de la ruralité. Alors vous êtes moins concernés, mais bon, voilà, pour certaines communes, ça va être important. Mais en tout cas, on a ces enveloppes qui sont des emprunts. Alors la France, vous savez qu'elle s'est extrêmement endettée. Donc je ne sais pas du tout dans les prochaines années comment ça va se passer. Parce que pour parler de la compensation qu'on touche par rapport à l'ancienne taxe professionnelle, on a eu un coup de chaud là, récemment, puisque la Smart va partir en Chine. Et bon, heureusement que c'est en train de s'arranger avec un repreneur, là, Ineos. Oui, alors j'y ai contribué, enfin je suis depuis le début, j'étais là pour manifester à Sarreguemines, j'ai suivi toutes les réunions avec la ministre, j'ai posé une question au gouvernement récemment au Sénat, donc on a trouvé un certain nombre de... Enfin, on a trouvé une solution avec Ineos. Apparemment, je connais des gens qui travaillent sur le site, qui adhèrent au projet, qui trouvent que c'est tout à fait viable. Oui. Bon, forcément, ce qu'il en ressort, c'est que les équipements sont un peu surdimensionnés par rapport à ce qui va se faire tout de suite, mais c'est pas quelque chose qui est fait à la louche. Il y a quand même beaucoup de... Il y a des cabinets d'études qui ont vraiment travaillé sur le projet. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver le débouché pour la voiture, parce que c'est pas une voiture adaptée à la France. Justement, j'allais y venir, ils ont quand même un circuit commercial qui est déjà en fonction. Et donc ça les rassure un peu, c'est des caves en fait, fait partie de ma clientèle avant, mais qui m'ont assuré qui ont bien réfléchi, qui ont bien étudié et eux sont partants pour le projet. Donc ils m'ont expliqué ça comme ça parce que je suis curieux aussi de nature et j'aurais posé les questions. Mais voilà ce qu'il en ressort. Oui, non, j'ai suivi le dossier. Moi, le seul souci, il va falloir que ça démarre. Ils nous ont conservé la Smart jusqu'en 2024, mais en sachant qu'ils sont à perte, ils vont travailler à perte, mais ça se compense parce qu'ils vont payer des taxes, étant donné que c'est une voiture polluante. Alors après, on est en train de développer l'hydrogène, donc on va essayer de transformer ces moteurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est juste après 2024, parce qu'on aura quand même 250 personnes qui vont être touchées, enfin qui seront, on ne sait pas comment on va leur retrouver du travail. Après, effectivement, l'usine est surdimensionnée, mais je crois qu'ils ont dans l'intention de faire venir travailler des sous-traitants dans ces espaces. Voilà. Et bon, ça va limiter la casse. Mais pour l'hydrogène, ils m'ont confirmé aussi que ça ne sera pas avant 15 ans. Mais bien sûr. C'est pas encore...
Bon, il y a des prototypes qui fonctionnent, mais pour une grande production, grande série, c'est pas prêt. Ça ne fera pas d'ici 4 ans, hein, donc c'est ce qui donc tout ça fait que nous, notre fonds de compensation de la taxe pro peut aussi fluctuer. de ce projet. Bon, parce qu'il y a quand même des choses en cours, des remboursements en cours, enfin voilà, des choses classiques d'une commune. La réponse pour les électoires. Enfin, à chaque fois que j'ai des réponses qui concernent les communes, je fais en sorte de les